Dans cet exercice, un central 2 PC de 2019, on s'intéresse à la fonction f définie comme étant la somme de la série de fonctions 1 sur n cos puissance nx fois sinus nx. Donc dans une première question, on nous demande de démontrer que f est bien défini sur R. Donc ça veut dire qu'il faut montrer ici que pour tout x dans R, cette série-là à x fixé converge. Donc on voit qu'il y a deux possibilités. Si le x appartient à πz, alors pour tout n dans l'étoile, parce qu'ici dans ma série n commence à 1, on voit que le sinus nx va faire 0, parce que nx ça va être dans πz à nouveau, et du coup ma somme ça va être la série nulle, donc elle va converger. Maintenant si x n'est pas dans πz, alors on sait que la valeur absolue de fn de x, qui est égale à 1 sur n fois la valeur absolue de cos nx fois la valeur absolue de sinus nx, ce dernier sinus en valeur absolue est plus petit que 1, donc c'est plus petit que 1 sur n fois la valeur absolue de cosinus x puissance n, et je peux encore remplacer 1 sur n par 1 en majorant, donc c'est plus petit que cosinus x puissance n. Et cosinus x puissance n, comme x n'est pas dans πz, ça va être une série géométrique de raisons cos x appartenant à 0, 1 ouvert, parce que mon n n'est pas dans πz. Donc du coup, la série des cosinus x en valeur absolue puissance n converge. Donc par comparaison, ma série qui m'intéresse, cette série-là, converge aussi. Et donc fn converge. Elle converge absolument, donc elle converge, pardon. Donc pour tout x dans R, on a démontré que la série des fn de x convergeait, donc f est définie sur R. Vous remarquerez qu'encore une fois, je n'en ai pas parlé, mais dès le départ, je pose les fonctions fn qui sont à l'intérieur de ma série. Donc ensuite, il faut montrer que f est périodique. Donc déjà, quand on regarde f, c'est la somme des fn, on voit immédiatement que les fn sont toutes 2 pi périodiques parce que le cosinus et le sinus l'est. Et donc là, c'est n, c'est un multiple entier. Et effectivement, quand on calcule f n de x plus 2pi, ici, ça nous fait plus 2npi, mais par 2pi périodicité du sinus, c'est égal à sinus npi. Et le cosinus x plus 2pi est bien égal au cosinus x. Donc on a bien fn de x plus 2pi égale fn de x. Et comme toutes mes fonctions sont 2pi périodiques, f de x plus 2pi qui est égal à cette série-là, va être égal à cette série-là, qui est égale à f de x. Donc ces deux séries sont égales ici, tout simplement parce qu'elles prennent les mêmes valeurs, elles ont le même terme général. En fait, on peut faire mieux, on peut même se rendre compte que f est pi périodique, parce que si on calcule, là il y a un 2 en trop, si je calcule f de x plus pi, donc j'ajoute x plus pi ici et là, donc là ça fera n pi, parce que c'est multiplié par n, et on se rend compte que cosinus x plus pi, c'est, alors pareil, le moins ici mal placé, c'est moins cosinus x, le tout à la puissance n, et sinus de nx plus npi, on sait qu'à chaque fois qu'on ajoute pi, on multiplie par moins 1, donc c'est moins 1 puissance n fois sinus nx. Et donc le moins 1 puissance n, alors le moins est à l'intérieur de la parenthèse, fois le moins 1 puissance n, ça va faire 1, et donc on retombe bien sur fn de x. Ensuite, on nous demande de montrer que f est classé 1 sur 0pi ouvert. Donc on voit à quoi va nous servir la périodicité. Quand on a fait l'étude sur 0pi, on aura l'étude sur R tout entier. Enfin, sauf les valeurs 0, pi, etc. Mais on a vu que c'est la série nulle. Et du coup, pour démontrer que f est C1 sur 0pi, donc on va utiliser le théorème de dérivation des séries de fonctions. Donc on calcule, on demande d'abord que les fn sont bien classés 1, mais là il n'y a aucun problème. Et on calcule la dérivée pour tout x dans 0pi. Donc c'est du u fois v. Là on a du u puissance n. On avait du cosinus x puissance n. Donc du u puissance n. Donc n u prime u puissance n moins 1. Et le n va se simplifier avec le 1 sur n. Et pareil ici, le u prime qui va sortir du sinus nx. Donc le n va simplifier avec le 1 sur n. Donc on obtient ça. On factorise par cosinus puissance n moins 1. On va par cette formule là. Et on reconnaît là-dedans le cosinus de n plus 1 x. Donc on a l'expression de notre dérivée. On sait que la série des fn converge simplement sur 0pi, parce qu'on l'a démontré en première question. Enfin, on va essayer de majorer la dérivée, et on se rend compte que pour majorer la dérivée, si on se place sur 0pi ouvert, on va avoir un souci, parce que le cosinus n plus 1x, on pourra le majorer en valeur absolue que par 1. Et ce cosinus n moins 1x, on pourra aussi le majorer en valeur absolue que par 1. Et donc ça ne va pas être possible de faire quelque chose d'intéressant avec ça. Donc du coup on va devoir se placer sur un intervalle AB inclus dans 0pi, donc avec A plus petit que B, et on va essayer de majorer du coup fn' en valeur absolue.
Donc cette valeur absolue de cosinus n plus 1x, je l'enlève carrément, vu que c'est plus petit que 1, donc c'est plus petit que cette quantité-là. Et la valeur absolue de cosinus x sur 0pi, ça va être une fonction qui va être décroissante, puis croissante, à cause de la valeur absolue. Et donc du coup, quand on cherche où a lieu le maximum, eh ben, elle sera soit au début de l'intervalle, soit à la fin de l'intervalle, suivant comment ça se situe. Donc en tout cas, ça va être le maximum de cos A, cos B. Donc, bon là j'ai mis inférieur ou égal, j'aurais pu mettre un égal. Hein. Donc puissance n-1, parce que tout est à la puissance n-1. Alors en quoi c'est beaucoup mieux? Eh ben, cette quantité-là, c'est le maximum de deux nombres. Chacun des nombres est strictement plus petit que 1 parce que A et B sont dans 0 pi ouvert. Donc ce maximum, c'est un nombre compris entre 0 et 1, strictement plus petit que 1. Et du coup, eh ben, là, on a donc la norme infinie de fn' sur AB qui est plus petite que ce maximum puissance n-1. Et cette série-là, c'est une série géométrique. Sa raison, qui est le maximum machin puissance, sans la puissance n-1 ici, est bien comprise entre -1 et 1. Donc par comparaison, la série des normes infinies de fn' convergent. Donc la série des fn' converge normalement, donc uniformément sur AB. Donc on a eu quoi ici? Les fn sont toutes de classe C1. On a la convergence simple sur 0pi. On a la convergence uniforme sur AB. Donc on obtient, d'après le théorème de dérivation sous le signe somme, que f, qui est la somme des fn, est de classe C1 sur AB. Comme c'est valable pour tout AB inclus dans 0pi et que le caractère C1 est un caractère local, on obtient que f est C1 sur intervalle 0pi. Et en plus, pour tout x dans 0pi, on sait que fn' de x, ça va être la somme, d'ailleurs c'est f' de x ici, ça va être la somme des fn' de x. Donc on a cette formule-là. Bon, ensuite, on nous demande de tracer le graphe de f. Donc la question qui se pose à ce moment-là, c'est est-ce qu'on attend une étude théorique ou une étude... Qu'est-ce qu'on attend exactement? Est-ce qu'on veut vérifier la continuité en 0, la continuité en pi? Est-ce qu'on veut étudier le caractère dérivable en 0, en pi? On ne sait pas trop. Donc là, on peut quand même dire assez facilement que notre fonction est impaire, c'est une information supplémentaire, parce qu'on doit calculer f de moins x, ça va être égal à moins f de x. Là, je vais interpréter cette question-là comme étant de tracer un graphe en Python. Alors, il y aura probablement une suite, mais bon, laquelle, je ne sais pas trop. Surtout qu'on va voir que le graphe est assez particulier quand même. Donc, on utilise matplotlib, .pyplot, etc. Et on définit notre fonction fn de x. Donc, pour calculer cette somme-là, on va essayer d'être malin et de ne pas recalculer à chaque fois cosinus puissance n de x, mais de garder en mémoire tous les produits faits avant et de multiplier uniquement par cos x à chaque fois. Donc je vais avoir une variable p qui va contenir la valeur de cosinus x puissance k, et la variable s qui va être la valeur de la somme calculée jusqu'à présent. Donc au départ p est égal à 1, parce que je n'ai pas encore mis de cosinus, s égale 0, et pour k égale 1, donc je calcule le premier terme de la somme, je multiplie p par cos x, donc maintenant dans p il y a cosinus x, et j'ajoute à ma somme la valeur p, donc cosinus x, fois sinus k, où k est égal à 1, x sur k, donc j'ajoute en fait le premier terme de la somme. Puis je reviens, pour k égale 2, je multiplie à nouveau p par cos x, donc dans p maintenant il y a cos x carré, et j'ajoute à ma somme cos x carré fois sinus 2x sur 2. Et vous voyez qu'a priori tout va bien ici, j'ajoute bien les bons termes, et je m'arrête. Le dernier terme du range, c'est la valeur n, parce que je vous rappelle que le dernier terme n'est jamais compris dans un range. Et à la fin de ma fonction, quand je sors de la boucle, dans S, il y a la valeur de la somme, donc je renvoie S. Donc maintenant, pour faire le tracé, je prends ma variable, enfin la liste x, qui va être une liste d'abscisses. Donc vous voyez, j'ai pris k sur 1000, donc un pas de 1 sur 1000, et j'ai fait varier k de moins 5000 à 5000. Donc finalement, je vais représenter graphiquement ma fonction sur intervalle moins 5, 5. Et je vais calculer les images. Donc pour calculer les images, je vais calculer f de x, et je vais prendre n égale 1000. Ça veut dire qu'au lieu de calculer la somme jusqu'à l'infini, je vais m'arrêter à n égale 1000. Bon, après c'est forcément discutable, mais ça on peut en discuter autrement. Enfin, mais voilà, il fallait faire une fin. De toute façon, je ne peux pas aller jusqu'à plus infini. Donc on a fait ce choix-là. Et finalement, on peut la tracer, cette fonction-là. Donc quand on la trace, on va obtenir bientôt. Donc vous voyez, c'est assez long parce que j'ai pris une précision relativement grande en termes d'abscisse. Là, j'ai fait quand même 50 000 calculs de somme, et pour chaque calcul de somme, je fais globalement 1000 calculs. Donc je fais 50 millions de calculs, enfin pas moi, l'ordinateur. Et s'il se décide,
Voilà, on obtient cette courbe-là. Donc cette courbe-là, on a l'impression que ça fait des segments de droite ici, et puis que ça repart après. Quand on regarde un petit peu plus précisément ce qui se passe là, on voit une sorte d'oscillation qui se met à apparaître. Est-ce que c'est dû à la précision ou autre chose? Honnêtement, comme ça, je ne me suis pas penché sur la question. Mais il y a quand même un comportement très bizarre au voisinage des points pi, enfin des points de la forme capi. On retrouve bien la parité ici, on a dit qu'elle était impaire, donc on a bien symétrie par rapport à ce point-là. Et bon, a priori, est-ce qu'elle est continue en 0 et en pi? Visiblement, j'aurais tendance à dire non. Est-ce qu'elle est dérivable? Vu ce qu'on a comme comportement ici, j'aurais tendance à dire non plus, mais de toute façon, vu qu'elle n'est pas continue, elle ne peut pas être dérivable. Mais il y a vraiment un comportement bizarre de notre suite de fonctions à cet endroit-là.